Bonsoir, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'information locale sur TV78. Nous sommes le lundi 11 janvier, voici les titres de ce journal. Depuis le 1er janvier, le Royaume-Uni ne fait plus partie officiellement de l'Union européenne, un Brexit qui a des conséquences au niveau local, notamment concernant la mobilité étudiante. Que faut-il retenir également de l'accord conclu entre l'UE et les Britanniques? Et décryptage avec Olivier Janouex, responsable du centre d'information Europe Direct à Saint-Germain-en-Laye. En mai dernier, la région Île-de-France débloquait son aide pour les entreprises lourdement touchées par la crise sanitaire, 1,3 milliard d'euros au total pour ce plan de relance qui comporte un volet dédié à l'industrie. Abli et Daco France a obtenu une enveloppe de 700 000 euros pour augmenter sa production. Et puis c'est ouvert depuis le 7 janvier, la nouvelle halle du marché des Clés-sous-Bois a accueilli encore des clients ce dimanche. Une quarantaine de commerçants est installée dans le lieu dont les travaux avaient démarré fin 2018. Reportage. Mais avant de développer ces titres, cette carte de vœux qui fait polémique car jugée raciste, elle a été envoyée par le commissaire de police de l'agglomération de Plaisir au chef de service et autorité policière des Yvelines. On y voit un policier proche de sa voiture qui s'adresse à un homme noir, lui disant « Rapprochez-vous un peu, mon taser charge sur l'allume-cigare ». Cette caricature avait été réalisée en 2015 par Wings, un dessinateur de presse qui voulait dénoncer à l'époque les violences policières aux États-Unis. Mais sa réutilisation donc en carte de vœux a choqué en interne, carte de vœux qui a fuité sur les réseaux sociaux. L'IGPN, la police des polices, a été saisie. Et sur Twitter, le ministre de l'Intérieur, vous le voyez, Gérald Darmanin, a annoncé la suspension du commissaire à titre conservatoire. Depuis le 1er janvier, le Brexit est donc en vigueur. Le Royaume-Uni ne fait plus partie officiellement de l'Union européenne et nombre de choses changent dans les relations entre les deux partenaires. On va en parler dans un instant avec mon invité. Et c'est le cas notamment dans ces changements du programme Erasmus que le Royaume-Uni quitte, ce qui impacte les conditions d'études pour les jeunes Européens. Témoignage recueilli par Éléonore Sinoquet. Alexandrine est étudiante en journalisme, elle devrait être en Angleterre en ce moment. Covid-19 oblige, le pays est reconfiné jusqu'à début mars et depuis le 1er janvier, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne. Le Brexit est entré en vigueur. J'ai commencé mes études avant décembre 2020. Ça veut dire que j'ai juste à m'appliquer à un truc qui s'appelle European Settlement Scheme, qui me permet de rester à Londres, faire mes études et de vivre et de travailler à Londres ou en Angleterre. Mais les gens qui commenceront l'année prochaine en septembre, ils n'auront pas le droit d'avoir un prêt étudiant pour les études. Ils auront besoin d'un visa qui coûte environ 400 euros. Et aussi, ils auront des prix internationaux. Du coup, les écoles, les masters pourront vite fait passer à 30 000 euros au lieu de 10. Plus tard, Alexandrine souhaite travailler au Royaume-Uni. Une envie que partage Zoé, étudiante en droit et anglais. Pour elle, qui devait partir en Erasmus en septembre, ce sera peut-être plus compliqué. Moi, j'aimerais beaucoup travailler en diplomatie, faire de la relation internationale et j'aurais énormément aimé travailler en ambassade. Après, je pense que ce sera toujours possible, enfin j'espère en tout cas. Je pense que c'est un choix plus compliqué parce que justement, on n'a pas tous ces accords avec l'Union européenne qui permet à tous les travailleurs de bouger un petit peu n'importe où en Europe. Outre l'aspect professionnel et étudiant, le Brexit impacte aussi leur vie personnelle. Par exemple, si un proche souhaite venir les voir en Angleterre, il faudra désormais un visa. Actuellement, 150 000 Européens étudient au Royaume-Uni. Et on continue de parler de ce Brexit avec mon invité Olivier Janouex. Bonsoir. Bonsoir. Responsable du centre d'information Europe Direct, c'est à Saint-Germain-en-Laye. On va décrypter avec vous ce Brexit qui est entré en vigueur, on va dire complètement ce 1er janvier, même si le processus avait été lancé il y a un an. L'année 2020 était finalement une phase de transition. Et donc le 24 décembre, cet accord historique entre l'Union européenne et le Royaume-Uni pour un accord commercial et de coopération. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ça a été difficile à trouver, plus de 10 mois de négociations. Comment on explique qu'il y a eu autant de difficultés à trouver un accord ? Alors, effectivement, il y a eu beaucoup de difficultés parce que tout simplement, les équipes de négociation, que ce soit de l'Union européenne et du Royaume-Uni, ont eu du mal à se mettre d'accord. Bon, après, c'est le processus assez classique lorsqu'on négocie un accord international ou une convention internationale. Mais du point de vue européen, il y a quelques reproches qui ont été faits, notamment en fait envers l'équipe britannique pour ne pas avoir exprimé assez rapidement les souhaits et les avancées qu'ils souhaitaient voir.
Et puis on imagine aussi qu'on ne met pas fin comme ça à 45 ans de vie commune. J'imagine aussi voilà, que c'est un peu plus compliqué. Aussi, quelle était l'importance de trouver justement cet accord et d'éviter ce qu'on appelle le no deal, qui a longtemps plané sur ces négociations? En fait, il n'y a pas vraiment Alors, ce qu'on appelle le no deal, en fait, c'est le retour aux règles classiques. Bon, après, ça dépend du domaine qui est concerné, mais par exemple, pour le commerce, ça veut dire qu'on revient sur les règles de l'OMC. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous pouvez avoir, par exemple, certaines productions qui vont être tarifées, surtarifées, et vous pouvez avoir des surtarifications qui peuvent être assez gênantes. Parfois, ça peut monter parfois jusqu'à plus de 120% de tarification, et ce qui fait que ça peut poser des problèmes, notamment en fait pour des petites entreprises, des PME yvelinoises, qui vivent surtout de l'export et dont le Royaume-Uni est un marché important. Donc justement, le fait d'avoir cet accord et d'avoir réussi à trouver un accord, ça permet d'éviter justement le no deal. Ça permet aussi d'avoir un cadre juridique sécurisé, notamment lorsque, par exemple, s'il y a des conflits, comment on fait pour régler ces conflits, notamment, par exemple, si une entreprise britannique n'a pas payé une entreprise yvelinoise, comment on fait pour recouvrer les créances et ainsi de suite. Dans le cadre de cet accord, ça va être beaucoup plus facilité que si on se contentait des règles OMC classiques. Et donc 1246 pages dans cet accord pour établir les relations commerciales entre les deux partenaires. Il y a notamment, on l'a vu, la fin de l'adhésion au programme Erasmus par les Royaumes-Unis, on en a parlé dans le précédent reportage. En revanche, l'accord permet de maintenir un libre-échange entre les deux parties, mais avec un alourdissement des démarches. En clair, des relations commerciales qui restent possibles, mais ça va être plus encadré. C'est ça. Alors jusque-là, du moins jusqu'au 1er janvier, on avait ce qu'on appelait donc la libre circulation des biens, la libre circulation des marchandises et ainsi de suite. Ce qui faisait que toutes les marchandises européennes ou britanniques pouvaient circuler très facilement dans l'autre pays et les entreprises n'avaient pas forcément beaucoup de démarches administratives à faire, parfois quasiment aucune démarche administrative, notamment quand on avait une reconnaissance au niveau des produits. Ce qui s'est passé, c'est que maintenant, cette libre circulation est finie. Alors, on a mis en place, donc on a en fait supprimé ce qu'on appelle les barrières tarifaires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limitation au niveau des quotas. On peut exporter, les entreprises européennes peuvent exporter autant qu'elles le souhaitent au niveau du Royaume-Uni et vice-versa. Et il n'y a pas de frais de douane du moins il n'y a pas de frais de douane qui vont s'appliquer, donc pas de surtarification. Par contre, si sur les barrières tarifaires ça a été supprimé, le Royaume-Uni maintenant a la possibilité d'imposer maintenant des barrières non tarifaires, c'est-à-dire que par exemple, elle peut exiger que certains produits respectent des normes spécifiques. Par exemple, des normes ISO X, Intel, ils peuvent demander à ce que ces produits les respectent. On a aussi une évolution dans le sens que maintenant, les entreprises britanniques et les entreprises européennes qui souhaitent exporter dans le pays, du moins dans l'autre zone, maintenant vont devoir entreprendre des démarches auprès des douanes. Alors, il y a différentes démarches, surtout notamment pour les produits dont on considère que l'origine est soit européenne, soit britannique. Les entreprises, en fait, ont la possibilité de se faciliter les démarches en s'inscrivant auprès d'une base de données au niveau des douanes où, en fait, ils vont détailler l'ensemble des processus et origines des différentes pièces composant les produits. Autre élément qui est très important que j'avais mentionné auparavant, c'était notamment sur le règlement des différends. Une entreprise donc yvelinoise qui par exemple ne sera pas payée par une entreprise britannique ou vice versa, il y aura donc possibilité de régler le différend de manière un peu plus facile que ce qu'on pouvait connaître dans le cadre de l'OMC. Et enfin, si effectivement on a supprimé ces quotas et ces surtarifications, nous avons quand même la possibilité, si on se rend compte que par exemple un marché est saturé par un produit venant de tel pays de l'Union européenne ou du Royaume-Uni, il y a la possibilité de mettre en place en fait des barrières tarifaires afin de limiter si nécessaire l'afflux de produits donc venant d'une des deux zones afin d'éviter une concurrence déloyale.
On va terminer cet entretien, on arrive déjà bientôt à la fin de cet entretien, juste en disant que pour plus d'informations aussi sur ce Brexit, le centre Europe Direct, je le rappelle, qui est rattaché à la Maison de l'Europe des Yvelines, vous pouvez le joindre peut-être au lien qui va s'afficher en bas de l'écran, voilà le lien de la Maison de l'Europe, notamment des Yvelines qui s'affiche, puisque on sait qu'avec ce Brexit, il y a aussi la libre circulation qui est donc terminée. Vous pouvez donc joindre le centre Europe Direct au lien qui s'affiche en bas de l'écran. Sortons de cette thématique du Brexit, juste pour une dernière question, avec la journée franco-allemande qui a lieu le 22 janvier prochain. Elle met en avant l'amitié entre les deux pays. À cette occasion, la Maison de l'Europe des Yvelines s'est associée à Radio Sensation dans un mois spécial dédié à cette amitié. On va le voir dans un instant. Déjà, elle sert à quoi cette journée ? Qu'est-ce qu'elle célèbre finalement, cette journée franco-allemande ? Cette journée franco-allemande, elle célèbre surtout la signature donc, de ce qu'on appelle du traité d'Élysée, donc signé le 22 janvier 1963, qui vise en fait à sceller la réconciliation franco-allemande. Donc notamment suite aux différentes dévastations qui ont été commises pendant la Seconde Guerre mondiale. Le président de Gaulle et le chancelier Adenauer, si je me souviens bien, ont décidé en fait de mettre fin à ce cycle destructeur et donc de signer ce traité. Ce traité prévoit tout un tas d'éléments et dans ces éléments, il y a notamment donc en fait la mise en place de la journée franco-allemande et la journée franco-allemande ou semaine franco-allemande, ça dépend de comment ça s'organise. C'est la mise en place en fait d'activités permettant de découvrir la culture, la langue de l'autre pays, généralement sur fin janvier. Et donc Sensation, je le disais, s'associe à cet événement pour proposer de mieux comprendre l'amitié franco-allemande, moteur de la construction européenne. Je précise que c'est en partenariat avec le Fonds citoyen franco-allemand. Juste avant d'écouter l'interview express, merci Olivier Janouex d'avoir été avec nous et je rappelle que vous êtes le responsable du centre Europe Direct de Saint-Germain-en-Laye. Et donc toutes les précisions sur ce mois spécial dédié à l'amitié franco-allemande sur Sensation dans cette interview express. Depuis plusieurs années, on consacre régulièrement des émissions à l'Europe. On s'intéresse chaque mois à ce que font nos voisins européens en matière de culture, d'emploi, de santé, de droit. On a voulu profiter de la journée franco-allemande du 22 janvier prochain pour proposer à nos auditeurs une programmation spéciale autour de l'amitié franco-allemande. Alors on a reçu pour cela le soutien du Fonds citoyen franco-allemand et on a décidé de mettre en valeur l'importance des cultures locales au sein de l'Europe, avec une meilleure connaissance de la culture allemande dans tous ses aspects, alors des plus institutionnels aux plus artistiques. Alors les Sansa Reporters, c'est des auditeurs. L'idée, c'est de demander à nos auditeurs de nous envoyer des vidéos où ils nous expliquent ce que représente pour eux l'amitié franco-allemande. Alors on a reçu des témoignages très variés, de personnes de tout âge, de tout horizon. Certains nous ont parlé d'échanges scolaires qu'ils ont faits, d'autres de jumelage entre leur ville et une ville en Allemagne. Mais certains nous ont parlé aussi de la fête, parce que l'Allemagne, c'est aussi synonyme de fête, de soirée, d'expériences culturelles, comme par exemple l'Oktoberfest, que vous connaissez sûrement. Et on a sélectionné plusieurs personnes qui vont venir participer à nos émissions spéciales et participer à des rencontres, des séminaires organisés par la Maison de l'Europe de l'Eure et la Maison de l'Europe des Yvelines. Alors le programme va être assez dense car les relations entre la France et l'Allemagne ont des formes variées. C'est ce qu'on va essayer de vous montrer pendant toute cette semaine. Alors dès le 18 janvier, vous aurez l'occasion d'écouter des entretiens avec des députés, des eurodéputés, des historiens, des étudiants et même des restaurateurs qu'on a été interviewés un peu partout en France qui vous apporteront un éclairage sur les relations entre la France et l'Allemagne. Le 27 janvier, on sera en direct du cabaret du Bout des Prés à Cernay-la-Ville avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand. On va vous proposer une soirée spéciale qui aurait dû se faire en public mais qui sera malheureusement que à l'antenne de la radio et sur les réseaux sociaux. On proposera à nos auditeurs et internautes un tour d'horizon de la culture allemande et française. On verra comment elles se sont influencées avec de la chanson, de l'effeuillage burlesque, de la peinture, mais aussi on parlera cinéma et musique avec Fabrice Leclerc notamment, journaliste au Paris Match, si je ne dis pas de bêtises. Et enfin, le samedi 30 et 31 janvier, avec nos Sansa Reporters dont on parlait il y a un instant, ce sera un week-end spécial franco-allemand avec chaque heure un entretien pour apprendre à mieux se connaître. Et puis on fera une sélection des meilleurs punchlines, témoignages que vous avez pu découvrir au cours de cette semaine pour en faire un petit recueil papier pour approfondir les liens franco-allemands.
Les derniers chiffres de l'épidémie de Covid-19 dans les Yvelines. Sur une semaine, le nombre de contaminations augmente. Taux d'incidence à 140, c'est le nombre de personnes contaminées pour 100 000 habitants. Taux de tests positifs en hausse également. Au niveau des données hospitalières, le nombre de patients diminue dans les Yvelines, mais plus de personnes ont été placées en réanimation, plus 4 en une semaine. Et depuis le début de la crise sanitaire, le Covid-19 a causé 1120 décès dans les hôpitaux des Yvelines. Une crise sanitaire qui a fragilisé l'économie également. Pour venir en aide aux entreprises, la région Île-de-France avait lancé en mai dernier un plan de relance, 1,3 milliard d'euros au total dans un volet, avec un volet notamment qui est dédié à l'industrie. C'est à ce titre que l'entreprise Daco France installée à Ably a obtenu une enveloppe de 700 000 euros pour augmenter sa production. Le reportage de Mélanie Poquet et de Pierre-Hugo Rébert. Chaque année, 40 millions de sachets de fruits secs sortent de l'usine de l'entreprise Daco France, une réussite économique mais surtout familiale qui a commencé il y a 47 ans. L'histoire de Daco France est une entreprise familiale qui a été créée par mon père, Joseph Abitbol, et qui en 1974 décide de se lancer sur le marché des fruits secs, et qui est un marché naissant à l'époque et qui n'a cessé de grandir, fort de la recherche d'une alimentation saine pour le consommateur. Grâce au plan de relance économique de la région, Daco France veut relocaliser la production de 1500 à 2000 tonnes de fruits secs. Pour ce projet, ils ont bénéficié de 700 000 euros de budget. On a souhaité faire appel à ce fonds justement pour continuer notre expansion, moderniser, mais surtout réinternaliser des fabrications qui étaient réalisées à l'étranger, et donc amener davantage de fabrication sur le site d'Île-de-France pour relocaliser, créer des emplois à forte valeur ajoutée. Au total, c'est 12 nouveaux postes à temps plein qui seront créés grâce à cette aide. L'entreprise yvelinoise fait partie des 75 lauréats du concours de la région. On a eu plus de 300 candidatures, des très beaux projets, des projets qu'on a réorientés vers des dispositifs plus classiques de la région. Et donc on a dû en sélectionner 75. On a déjà doublé le budget pour ce dispositif. On avait prévu 20 millions d'euros, on est passé à 42 millions d'euros. Et donc je pense qu'on va peut-être en relancer un en ce début d'année pour aider d'autres belles industries sur notre territoire. Reste maintenant à savoir si cela suffira à couvrir les pertes liées à la crise sanitaire. Selon l'INSEE, l'Île-de-France a perdu 26% de son activité industrielle en 2020. En bref, le procès pour harcèlement sexuel avec usage de son pouvoir de Stéphane Mirambeau est renvoyé au 16 septembre. L'ancien maire de Villepreux de 2008 à 2020 est visé par 2 plaintes déposées par 2 femmes en 2019. Les faits remontent à 2018 et 2019. Stéphane Mirambeau est accusé d'avoir envoyé plusieurs centaines de messages à connotation sexuelle, des insultes et des photos pornographiques. L'ancien édile aurait dû s'expliquer aujourd'hui, lundi, devant la justice. L'audience est finalement reportée pour disposer d'un créneau plus long pour entendre les plaignantes et le réquisitoire. Après plus de 2 ans de travaux, c'est la nouvelle halle aussi du marché des Clés-sous-Bois qui a été inaugurée il y a peu. Ses commerçants et ses clients, pour la première fois, l'ont investi dès la semaine dernière. Un lieu très attendu par les habitants et aussi par les commerçants. Regardez ce reportage de Mélanie Poquet et de Patrick Jacques de Dixmude. Des achats en musique. Pour le 2e jour d'ouverture, les clients de la nouvelle halle du marché des Clés-sous-Bois répondent présents. Impeccable. On voit partout, c'est formidable. L'autre, il était vieillot, hein. Ouais. On en avait besoin. Ça passe, c'est bien, c'est sympa, c'est neuf. Il y a juste un truc, c'est que pour faire la queue, ça déborde. Pour nous, ça ne changeait pas grand-chose, mais je pense que pour les commerçants, c'est mieux. C'est sympa. Il a mis très longtemps à sortir de terre, mais il est bien, ça vaut le coup. L'ouverture en janvier a été choisie par les commerçants. Pour eux, il faut surtout prendre ses marques et retrouver sa clientèle. Je trouve que ça s'est bien passé, un peu de retard sur les travaux, mais très bien. Très bien, l'emplacement est bien et plus lumineux, plus espacé, c'est bien. Très bien, après c'est une question d'organisation. Il faut s'organiser par rapport à la vente, par rapport à l'étalage, si vous voulez, qui est un peu différent, mais on s'y fait bien. Nous sommes très satisfaits de ce marché. Il est grand et tout neuf déjà. Très content de retrouver nos clients ce matin, de bonne heure et de bonne humeur. Un nouvel établissement qui s'est fait attendre, 2 ans de travaux, du retard et un budget de plus de 4 millions d'euros. On lui souhaite longue vie. L'ancien marché a vécu 45 ans. On lui souhaite le même succès.
Nous sommes globalement satisfaits. Ceci dit, il y a quand même un certain nombre de points à revoir que nous reverrons avec l'architecte. Ce qui n'est pas satisfaisant, c'est un certain nombre de retards qui ont été occasionnés avec certains manques de préparation au niveau du chantier. L'ancienne halle devrait être détruite lors du premier semestre de l'année 2021. Des logements et une place conviviale devraient voir le jour. Du sport pour refermer ce journal, Grégory Boger prend sa retraite. Le pistard yvelinois l'a annoncé hier chez nos confrères de Stade 2. Il tire sa révérence à bientôt 36 ans avec 9 titres de champion du monde de cyclisme sur piste. Également vice-champion olympique de la vitesse individuelle au JO de Londres en 2012. 4 médailles olympiques au total. Il est le coureur tricolore le plus titré de sa génération. Cette information et bien d'autres encore qui seront développées dans un instant. L'émission Le 7-8 Sport revient pour un premier numéro de cette année 2021 et c'est présenté bien sûr par Mickaël Elmidoro. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Très belle soirée avec TV78.